La 5e de couve, c'est une spéciale Cowboy Bebop. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Nous allons aujourd'hui, et une fois de plus, disséquer, dépecer, charcuter et aimer les séries d'animation et non le manga. Enfin d'ailleurs ce sera plutôt une seule série qui fête ses 20 ans cette année et ce n'est autre que Cowboy Bebop. 1 heure pour parler, débattre, analyser de cette œuvre marquante et pour se poser cette question, Cowboy Bebop, pourquoi c'est culte? Oh, this you crazy mother... Pour en parler avec nous, nous avons un invité, un spécialiste de la série, grand fan de Jet et de Spike. Il est journaliste pour le magazine Animeland et Animeland Extra. Bruno Delacruz est avec nous. Salut Bruno. Bonsoir tout le monde et merci de nous accueillir. Avec plaisir, bienvenue. Tu fais comme chez toi ici. T'hésites pas à prendre la parole comme tu veux. Tu peux t'énerver aussi contre Flavien. Contre Flavien par exemple. Ou c'est contre Robin. c'est prévu. Lui il est un peu notre Keith Richards du manga mais sans la drogue. Il connaît malgré tout chaque morceau des Rolling Stones. Au moins ceux qui ont donné les titres d'épisodes de Cowboy Bebop. C'est Robin. Bonjour Robin. Salut à vous. Ah, ensuite, il est un peu bon, brut et truand à la fois et il connaît le sens du nombre 42. Il aurait pu commander un vaisseau spatial sans problème et les étoiles n'ont aucun secret pour lui, tout comme Cowboy Bebop. Oui. C'est toi, Flavien. C'est beau, hein. Oui, je suis Space. Tu es spicy, c'est vrai. Tu es un garçon très qu'il est spicy. indien. C'est ça, faut qu'il le dise à chaque émission. Hashtag 5DC pour réagir et vous aussi parlez de Cowboy Bebop avec nous après cette émission. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga sur Facebook. Interpellez-nous, posez-nous des questions, n'hésitez pas. Hashtag 5DC. Et puis surtout, c'est vrai qu'on vous le demande plus souvent, mais n'hésitez pas à mettre des notes. Sur iTunes par exemple, sur YouTube, parce que etc. ça aide pour le référencement et c'est très important pour nous. C'est ça, et mettre des petits pouces aussi. Bah oui, des pouces, des commentaires, des likes, des trucs. Donnez-nous votre amour. Et puis partagez-nous à votre famille. Aussi. C'est très important, ça, la famille. Faites tout ce qui est possible pour parler de la 5e de couve. Hashtag 5DC. Cowboy Bebop, pourquoi c'est une série culte? C'est la question auquel nous allons tenter de répondre dans cette nouvelle émission, mais d'abord rappelons ce qu'est Cowboy Bebop. Je commence. Je vous propose et je vous laisse compléter si besoin, n'hésitez pas à m'interrompre. Nous sommes donc en 2071, l'homme a conquis l'espace et désormais il est possible de vivre sur Mars. Les héros parcourent la galaxie à bord du vaisseau, le Bebop, à la recherche de primes. Des primes, oui, parce qu'ils sont chasseurs de primes. D'ailleurs à cette époque on les appelle les cowboys. Et petit à petit, on plonge dans cet univers et puis dans des histoires d'abord autoconclusives, mais qui, au fur et à mesure, vont se connecter et faire progresser la série. Voilà mon petit résumé de Cowboy Bebop en quelques mots. Tout le monde a l'air d'accord, merci. Oui. Une série qui a été diffusée au Japon pour la première fois en 1998, d'où l'anniversaire des 20 ans. En partie en tout cas, ça on va y revenir. En France, c'est Canal+, qui diffusait en premier cette série. C'était en l'an 2000. Là, ça remonte à 18 ans malgré tout. Est-ce que les uns et les autres, c'est à ce moment-là que vous avez découvert Cowboy Bebop? Ou quel souvenir en tout cas vous gardez de votre première rencontre avec la série? Moi, je crois que c'était plus tard quand même. Je les avais vus. J'ai dû les voir sur internet, je pense. Oh là là. Oh, le pirate quoi. Alors, c'était sur YouTube, je ne sais plus. Mais j'ai vu ça sur une plateforme. Tu les changeais pas sur IRC? Peut-être. Ou sur Emule. Tu vois, j'ai téléchargé sur Emule. Je sais plus. Flavien? Non, moi je pense que je les ai vus sur Canal à l'époque. Je pense que je suis tombé complètement par hasard dessus. Et en fait, c'est la musique qui m'avait interpellé au début. Et je me disais, tiens, c'est marrant, un animé avec la musique qui est complètement différente de ce que je peux voir à l'image. Donc, c'est ça qui m'avait interpellé. Et toi, Bruno? C'est surtout mon grand frère qui a guidé mes premières lectures et mes premiers animes. Et il m'avait parlé de ça. Et je me souviens, j'arrive à Paris début des années 2000 et j'avais acheté déjà l'onéreuse cassette 15 € pour 4 épisodes. Voilà, c'était 15 €, je me rappelle, pour 4 épisodes. Je l'ai regardé 1500 fois. Donc,
On était déjà en euros, donc. Non, mais il y avait, tu sais, c'était la période où il y avait les francs et voilà. Le début. T'avais ta petite pochette de 15 euros. Tu savais que c'était 100 francs, 15 euros à l'époque. Il fallait vraiment faire le bon choix, quoi. Il fallait pas se tromper, quoi. Vous avez aimé tout de suite? Bruno, t'as aimé? Oui, j'ai vraiment adoré tout de suite. Peut-être encore une fois parce que mes premières œuvres, voilà, c'était Cyber Weapon Z, L'Habitant de l'Infini, tu vois, des titres un peu comme ça. Donc j'ai vraiment accroché de suite, oui. Toi aussi, Robin? Bah moi, ouais, je pense que c'est dès la première note du générique. Et enfin, en fait, j'ai vu le générique et je suis tombé amoureux de cette série des génériques, je pense. Flavien? Bah moi, j'étais en 2000. Du coup, moi, j'étais vraiment dans Pokémon. Et non, mais c'est vrai. On ne rigole pas. On rigole pas. Qui te dit qu'on rigole? Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis remis dans les animés et dans les mangas grâce à Pokémon. Et quand Cowboy Bebop est arrivé, ben moi c'était un peu la claque. Je me suis dit, enfin un truc qui n'est pas forcément que pour les enfants. Donc t'as connu Faye Valentine grâce à Pikachu. Exactement, c'est ça. Il y a le jaune encore. Ouais. C'est beau. Il y a un petit gap effectivement. Moi c'est marrant parce qu'au début je pensais que c'était pour les grands déjà. Pour les genre c'est pas faux. Ah ok, ils font des animés pour les personnes un peu âgées quoi. C'est pas faux. C'était construit, c'était pas rigolo tout de suite, mon premier coup d'œil. C'est pas rigolo. C'est pas trop rigolo. Et du coup moi ça m'avait laissé très très pantois. Bah, moi je kiffais Lane. Tu vois par exemple Lane c'était vraiment quand j'ai découvert Lane c'était l'anime de fou, je voulais comprendre. Non mais moi j'étais fan d'Appleseed et de Gunman, tu vois, mais ça aurait pu te normalement ça aurait dû me parler et tout de suite comme ça m'a pas du tout parlé. J'ai vu ça comme un ennemi. Ouais. Je fais non, tu sais, comme les gens qui étaient fans soit des Stones, soit des Beatles. Ah oui. Bah, tu vois, en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que les deux sont géniaux et que c'est quand même con, quoi. Donc, tu vois, on peut dire que Cowboy Bebop, c'est les Stones. Enfin, moi, j'étais plutôt Beatles, tu vois, j'aimais bien quand c'était un peu rigolo. Ouais. Enfin, non, à l'époque, du coup, les Stones, c'était rigolo. Mais bref. Mais là, moi, honnêtement, c'était. Parce que, honnêtement, il y avait la musique qui m'a vraiment, vraiment interpellé. Et mes sœurs, on regardait ensemble. Et mes sœurs m'ont dit tiens, c'est marrant cette musique, tiens, on regarde. Et effectivement, après, il y a eu plein de. Dans les premiers épisodes, c'est assez sanguinolent et tout, mais on a fait, mais c'est quand même assez incroyable de cette dichotomie entre l'image et le son. C'était assez ouf. Ouais, après, il y a quand même. Enfin, formellement, tu voyais le truc, ça t'en envoyait quand même plein la gueule. Ça en envoyait, mais. Ça fait que t'es. Tu sais, quand t'es sur une fin d'adolescence, que tu décides qu'un truc est pas bien, c'est pas bien, point. Ouais. C'est vrai. Peu importe si c'est faux ou pas, à partir du moment où tu l'as décidé. Moi, c'est plus tard que j'ai vraiment découvert Cowboy Bebop par le film. J'avais probablement vu des images avant, hein, mais mon premier vrai souvenir de Cowboy Bebop, en dehors du fait que, bon, je crois que j'aime pas, bah, c'était d'avoir vu le film. Et une fois que j'ai vu le film, je fais en fait j'aime bien. Et ça a été mon premier vrai souvenir. Je pense pas l'avoir vu, j'ai peut-être aperçu sur Canal à l'époque. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la VHS qui était sortie un an avant, en 99 en France, donc très très rapidement, hein, d'ailleurs. Dybex, anciennement Dybex l'avait sorti, et cette fameuse VHS à 15 €, effectivement elle est sortie tout de suite, très très vite, très très vite en France, et elle a participé à faire la popularité de Cowboy Bebop. Et ça n'a pas été facile au Japon en revanche au début pour Cowboy Bebop, puisque la première diffusion au Japon, elle a été à moitié interdite pour violence. L'épisode 1, 4, 5, 6 par exemple ont été totalement zappés. Donc on a commencé au Japon, ils ont découvert à la télé avec l'épisode 2 et 3. Ouais, le 1 c'est vrai qu'il a pas un rapport, il met l'ambiance on va dire, mais c'est vrai qu'il est assez fort dès le début avec le... Ah bah il n'y a pas le corgi tout de suite effectivement. Et puis après c'est vrai que c'est une série où c'est des stand-alone en général, donc tu peux le découvrir l'épisode 5 comme à l'épisode. Je pense qu'ils se sont fait plaisir, hein. Les épisodes 16 et 17 aussi ont été squeezés, tout comme une partie de la fin de la série. On était aussi à une époque au Japon où on arrivait à une sorte d'épuisement de la surenchère violente dans les cases d'animation à la télé et dans l'animation japonaise en général, où il y avait une sorte de surproduction qui était assez fantastique. Quelques années plus tôt, c'était Evangelion qui avait été victime de toutes ces controverses. Nous en France on l'a eu, hein, le manga c'est violent. Au Japon aussi ils l'ont eu, sur la télévision et sur les OAV effectivement c'était... C'est ce qu'on disait juste avant de commencer l'émission. C'est vrai que le format OAV a permis aux artistes et notamment au studio Madhouse de mettre en avant des productions hyper violentes, et ça a été la carte d'identité de beaucoup d'artistes à ce moment-là. Le format permettait en tout cas de se faire plaisir. Et c'est pour certains animés des choses qu'on n'a jamais vues en France.
que seuls quelques experts, quelques fans vont connaître, mais qui n'ont pas du tout de renommée grand public, comme Dominion Tank Police par exemple. Mais, par exemple, rappelle-toi ne serait-ce que la bande-annonce de Manga Mania, de la collection Manga Mania, qui était où ça criait Manga Mania à la fin. Où ça gueulait et elle était... il y avait un gros rythme, tu vois, c'était vraiment on met en avant ce côté violent de l'animation japonaise. Alors pas toujours vraiment violent, tu vois, mais le côté spectaculaire en tout cas qui envoie. Ah bah clairement à l'époque il y avait une partie spectaculaire même dans Cowboy Bebop qu'on avait vu nulle part ailleurs dans l'animation, dans le rythme, dans la vitesse. Ouais. En France, on voyait pas ça. À l'époque, il y avait Pokémon, il y avait Gundam. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, avant, il y avait tout ce qui était Nicky Larson, etc. Mais en revenant à ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait c'était GTO qui passait, Excel Saga, et au niveau de l'animation, comme Bebop, ça détonnait complètement du reste, quoi. Oui, parce que ça a mis une qualité technique, donc tu t'es dit, c'est quand même vraiment bien foutu. Alors, la volonté en tout cas de l'équipe et du réalisateur, c'était de faire quelque chose de worldwide, en tout cas, et lui-même l'a dit plusieurs fois, Shinichiro Watanabe, donc le réalisateur, l'a dit plusieurs fois, cette série elle peut surtout s'adresser à ceux qui n'aiment pas l'animation ou qui n'ont pas vu d'animation, et donc en tout cas dans son esprit il fallait séduire comme ça avec certes de la science-fiction, mais quelque chose qui est hyper immersif, tant dans la réalisation que dans les thèmes abordés. Ouais, moi typiquement c'était mon cas, j'étais lecteur de manga mais pas du tout client d'animation, et puis un jour je pense qu'on a dû me dire j'ai un truc qui est trop bien, c'est un western dans l'espace avec du jazz en bande son, j'ai fait vas-y mais je vais regarder ça direct, et puis j'ai regardé et t'as toutes les qualités, c'est du cinéma quoi en fait. En l'an 2000 t'aimais déjà le jazz? Bah oui. Quel homme. Je voulais revenir un instant sur le staff. On va commencer par surtout par ceux qui seront présents et invités à Japan Expo cette année. Effectivement, oui, premier week-end de juillet, une partie du staff originel de Cowboy Bebop sera présent pour fêter les 20 ans de la série. On sait pas, on n'a pas le programme précis au moment où on enregistre cette émission. On sait qu'il va y avoir des conférences, masterclass, qu'il y aura probablement des dédicaces. Mais on peut rien affirmer, rien confirmer. Qui sera là? Toshiro Kawamoto, le chara designer et chef de l'animation. Oui, si je peux prolonger rapidement tu peux. Pour resituer un petit peu les gens, c'est aussi celui qui a chara designé Blood Blockade Battlefront par exemple, très récemment qui donc maintenant travaille chez Bones. Masahiko Minami, producteur et patron des studios Bones. Voilà, maintenant surtout patron des studios Bones, c'est un très grand producteur, très très grand producteur. Keiko Nobumoto, la scénariste l'une des scénaristes, ils étaient plusieurs au scénario. Oui. C'est toujours des équipes de toute façon sur les scénarios. Mais Keiko Nobumoto sera là. Shinichiro Watanabe, réalisateur et musicophage averti. Fan de lunettes. Oui, et il a composé, il a supervisé les musiques de Yuasa, de Mind Game. De Michiko Yachin. Et puis pour finir, autre invité, Kimitoshi Yamane, mecha designer ultra chevronné qui lui depuis 1980. C'est du lourd. Donc vraiment on est très très content. Enfin en tout cas je suis très content de voir un tel staff venir, parce que c'est vrai que c'est quand même les postes clés. Ce sont les personnes qui ont bossé sur la plupart des épisodes, donc ils connaissent vraiment la prod. C'est pas juste un animateur qui est venu comme ça. C'est vrai que Shinichiro Watanabe était habitué à venir en France, tout seul. Ce sera la 4e. Alors que là, pour une première fois, c'est tout le staff. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc on pourra vraiment picorer des informations à droite et à gauche, quoi. Ce qui sera, j'espère, très drôle, c'est une vraie masterclass. C'est ça, j'allais dire, ça peut donner lieu à une sacrée masterclass, quoi. Pendant 2 heures, si vraiment. T'imagines, tu dois animer ça. Moi, je kifferais. Bah oui. Et d'ailleurs, pour la bonne tenue de la masterclass, heureusement, entre parenthèses, qu'il n'y ait pas Yoko Kanno, parce que c'est un bordel, elle pourrait organiser le moindre truc. Yoko Kanno, qui était la compositrice de la musique, qui a composé des millions et des millions de chansons dans l'animation japonaise et dans le cinéma également. Mais elle doit nous écouter certainement, donc on veut qu'elle soit là. On lui fait un bisou. On lui passe le bonjour effectivement à Yoko Kanno. Donc la série était produite par les studios Sunrise. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Que très vite le succès a été au rendez-vous pour Cowboy Bebop. Dès sa sortie, elle a été quand même primée au Japon la même année, ce qui n'est pas toujours le cas pour beaucoup de séries. Dans toute l'Asie, succès également, au point même de les laisser faire un long métrage malgré tout. Et ça a quand même été aussi, excuse-moi Max, une fois, ça a quand même été une surprise, parce qu'à ce moment-là, Sunrise lance 2 séries. La deuxième, c'est Outlaw Stars, je crois. Et en fait, Sunrise mise sur cette série-là. Et Cowboy Bebop n'est pas forcément un petit peu l'outsider dans ce line-up. Et au final,
Voilà. Et les rôles seront inversés. Oui. Bah, en plus, Cowboy Outsider. Ouais. Eh oui, c'est classe, c'est vrai. C'est classe. Donc on les laisse faire un long métrage, puis première année un jeu vidéo également, c'était sur PlayStation. Plutôt moyen, ça, par contre, j'ai... Plutôt moyen. Ouais. Bah ouais, comme la plupart des jeux. T'es pas ouf. Hein. Un beat'em all un peu rigide. Ce que j'allais dire, un beat'em all, ouais. Beat'em up, pardon. On va se faire taper sur les doigts. 1999, la VHS arrive en France, et puis dans les années qui suivent, des sorties dans le monde entier. Vraiment d'Israël à l'Allemagne, en passant par la France évidemment, le Japon, toute l'Asie du Sud-Est. Et 2 mangas. Mars, effectivement, on en a moins entendu parler. 2 mangas qui ont été des échecs. Ah oui, et un qui est même sorti avant l'anime, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il est sorti en 97. Si je dis pas de bêtises, en tout cas je crois qu'il est sorti en 97, mais les deux sont affreux tant sur le plan graphique. Je me rappelle que mon libraire m'avait déconseillé de l'acheter. Moi je me dis tiens, je vais lire le manga et tout, je les ai feuilletés, j'ai fait mais mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. À l'époque en France, c'est Pika qui avait édité ces mangas. Ils sont évidemment en arrêt de commercialisation, ce qui signifie que vous ne pouvez plus les trouver en magasin ni les commander, mais en faisant les vides-greniers, les brocantes, ça va aller. Il y a moyen de les trouver si jamais vous voulez, mais ça c'est voilà. Parfois on a envie de collectionner les choses. Succès critique et également un pas que commercial. C'était vraiment la totale pour Cowboy Bebop. Ce qui va amener ma première question. Et malgré tout ce qu'on vient de dire, est-ce que Cowboy Bebop c'est réellement culte ? Est-ce que c'est vraiment une série culte ? On se demande là pendant cette émission, en tout cas au début de cette émission, pourquoi c'est une série culte, mais est-ce qu'elle est vraiment culte ? C'est assez paradoxal parce que très récemment j'ai eu la même discussion avec des amis et c'est vrai que ça n'a pas eu par exemple l'impact d'un Gundam pour ne citer qu'un exemple. Donc c'est pas une série qui ça n'a pas tout de suite été un volcan en fait dans l'animation japonaise et même dans l'animation internationale. Par contre, ça a marqué les gens qui ont bossé sur le projet, ça a marqué les gens qui ont vu. Et je dirais que l'effet il a été un petit peu plus diffus finalement. Et les gens qui ont travaillé ensuite avec Watanabe et plus tard qui ont bossé dans des studios ailleurs, ils ont un petit peu propagé cette ambiance-là et le fait d'avoir travaillé avec des gens talentueux comme ça. Ça veut dire que c'est peut-être plus culte que ce qu'on imagine, puisque le principe du culte c'est d'être vénéré, c'est d'avoir des hommages aux quatre coins du monde, c'est d'avoir des apôtres pour moi, qui viennent propager la bonne parole. Étymologiquement c'est cultiver Cowboy Bebop pour le faire fructifier. Pour moi, c'est culte sur une certaine génération. C'est-à-dire que notre génération où on part autour de cette table, autour de ces micros, en fait, pour nous, c'est culte. Mais pour les générations d'en dessous, je pense pas que Cowboy Bebop, ou même au-dessus, Cowboy Bebop, ce soit hyper culte. Parce que je pense qu'on est né dedans, tu vois, dans Cowboy Bebop. Et en fait, on connaît toutes les références. Quand on est né dedans, on a vu toutes les références qui étaient dans Cowboy Bebop et on a navigué dedans et comme en regardant l'animé, et en fait pour nous c'est devenu une sorte de vénération, de culte parce que ça nous a fait rêver. Robin, je te laisse. Moi je pense que c'est culte pour revenir à ce que tu disais sur on y voue un culte. Rien que tu te balades sur... moi, je suis par exemple un grand utilisateur de Sens Critique, qui est une plateforme culturelle pour partager ses avis sur les produits culturels. Et Cowboy Bebop rentre parfaitement dans ce côté, la série culte, même sacrée, limite, tu vois, genre, dès qu'il y a une personne qui ose faire une critique négative sur Cowboy Bebop, mais elle se prend un torrent de personnes qui arrivent pour lui dire « mais t'as rien compris » et tout ça. Et bon, moi je suis fan de Cowboy Bebop, donc je comprends ces gens qui sont énervés, mais tu vois, il y a quand même un côté un petit peu surprenant, enfin comment dire, fascinant sur ce côté. C'est une œuvre sacrée, t'y touches pas, quoi. C'est tellement souvent, en tout cas pour ceux qui l'ont vu, quoi. Quand il y a une œuvre sacrée comme ça, souvent il y a deux écoles. L'école des fans de Cowboy Bebop et les fans de 1-1-1-1. Et il n'y a pas ce 1-1-1-1. Parce que personne n'a... Il y a des gens qui ont voulu boxer dans la même catégorie que Cowboy Bebop, mais ça s'est juste rapproché, et tu vois, ça n'a pas vraiment la saveur ou la teneur ou le panache de la série. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si aujourd'hui des plus jeunes, comme tu disais Flav, regardent la série, ils sont toujours impressionnés par les qualités techniques, parce que ça reste toujours un régal, tu vois. Après, c'est vrai que ça n'a pas vieilli. Absolument pas. Et c'est vrai que c'est en 4 tiers. Oui, mais ça a quand même pas vieilli quand tu vois la qualité de l'animation, quoi. Oui, à tous les niveaux, la réalisation c'est hyper moderne et tout. Mais c'est vrai que peut-être, et là je rejoins Flavien, peut-être que ceux qui n'ont pas tous les outils de référence peut-être peuvent passer à côté. Et encore, je suis pas complètement sûr.
Mais avant tout, donc ça serait plutôt culte. Donc pourquoi Cowboy Bebop est culte? C'est la suite de cette émission. Depuis quand les gens adressent-ils leurs plaintes sur papier? Non seulement c'est de très mauvais goût, mais c'est un gaspillage de ressources. Même nos serveurs sont submergés par les emails de protestation. On enregistre de plus en plus de demandes de dommages et intérêts contre notre société. Qu'est-ce qu'ils attendent, ces chasseurs de primes, pour mettre la main sur le coupable? Ils trouvent que la récompense n'est pas assez élevée, peut-être? Je vous propose maintenant de parler des références. Cowboy Bebop, l'une des spécificités de Cowboy Bebop, c'est qu'il y a des références à tous les niveaux. Titre d'épisode, contenu des épisodes, déroulé des épisodes, nom des personnages. Il y a des références quasiment permanentes. Robin dans cette... Ouais, moi quand je vous disais, on m'a dit c'est un western dans l'espace avec du jazz. Bon, moi la première référence c'est vrai que j'ai en tête quand on parle de Cowboy Bebop, c'est la musique, ne serait-ce que dans le titre de la série, puisqu'il y a le mot bebop, et le bebop c'est ce courant jazz des années 50-60. Et la musique, ouais, elle est en référence dans les titres des épisodes, elle est en référence dans la BO de cette série, qui est juste l'une des meilleures BO qui a été écrite pour toute série confondue, animation ou pas. Et c'est vrai que moi, en tant que musicien, la musique, c'est la première chose qui m'a attiré chez Cowboy Bebop, quoi. Et en plus de ça, t'as des références aussi dans plein d'autres domaines, dans les genres abordés, dans les personnages à qui il se réfère, même Jet Black. Le personnage de Jet Black, son nom, il est inspiré d'un musicien qui est un des fondateurs du groupe The Stranglers, qui est un groupe de rock anglais et tout ça. Donc en fait, si t'es quelqu'un d'éclairé ou qui, en tout cas, capte ces références-là, à chaque fois, tu vas aller voir les clins d'œil. Mais en même temps, ils sont pas là pour rien. Ils servent à développer un récit, à raconter quelque chose. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment le genre de série qui arrive vraiment à cultiver ses références et à en faire quelque chose, quoi. C'est pas juste du clin d'œil, quoi. Flavien? En fait, moi, les références, je suis pas aussi averti dans la musique, etc. Mais c'est vrai que quand on voit que chaque épisode a une thématique particulière, a une référence particulière, par exemple, il y a un épisode sur le heavy metal où il y a toute la musique heavy metal qui est là, ou même du coup au niveau du design des personnages, ils sont très rock, ou un autre où c'est très tribal, où du coup tout l'épisode est très c'est avec Ed en plus, donc très dans la gestuelle, dans les postures, etc. Et pour moi, je l'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, les références pour moi, les références ne font pas l'animation, mais l'animation sublime en fait ces références. Je sais pas si je me fais comprendre ou pas, quoi. Je suis pas sûr d'avoir complètement compris. Vas-y, Bruno. Il veut peut-être dire que Cowboy Bebop n'est pas juste la fusion de plusieurs références, et c'est pas parce qu'on parle un coup de Pulp Fiction, un coup de Shaft ou autre que Cowboy Bebop est grand. Je crois que il faut juste savoir que Shinichiro Watanabe, au moment où il a sa feuille de route pour faire cette série, il y a juste écrit, ce sera dans l'espace et il y aura des vaisseaux. Voilà, les deux premiers éléments, c'est ça. Donc ensuite, lui, tout simplement, quand Watanabe veut travailler sur une production, c'était sa toute première série télé qu'il dirigeait, il avait vraiment besoin des pleins pouvoirs, et il avait besoin du temps, et il avait besoin d'avoir de l'argent. Et Watanabe, il a juste construit cette série avec ce qu'il aime. Et les films des années 50, 60, les films français, les films de Carpenter, les films, la musique. Et donc il a intégré petit à petit ces éléments-là. Et dans son esprit, c'est plus 26 fois un court-métrage qu'une série. Mais c'était, je crois aussi dans son cahier des charges, que ça puisse se voir effectivement c'est le jeu d'une diffusion TV. Et c'est vrai que si on tombe d'un coup sur l'épisode 5, il ne faut pas être largué. Et on peut regarder le 8 après, même s'il y a des fils rouges, on y viendra un petit peu plus tard. Hein, il y a des fils rouges, mais moi je vois même cet hommage dans le contenu justement des épisodes individuellement. Le premier épisode, on nous parle d'une drogue futuriste. Dans le second, de mutation génétique. Dans le troisième, on nous parle de sauvegarde des animaux. J'ai l'impression qu'il y a toutes les grandes thématiques de la science-fiction qui sont abordées en 20 minutes. C'est ça, même dans le background global, le principe des gates avec les portes dimensionnelles et tout ça, ça me fait beaucoup penser à la saga d'Hyperion de Dan Simmons, par exemple, qui utilise vraiment ce principe des portes dimensionnelles avec
le fait que ce soit quelque chose de convoité et d'exploiter commercialement et tout ça. Et donc il y a vraiment tout ça. Il y a le principe de la Terre, donc le berceau de l'humanité, qui est devenu une Terre radioactive où on peut plus vivre et tout ça. Et ça dans des dizaines de sagas de science-fiction. Parce qu'il y a eu la collision avec la Lune. Et effectivement, on a et pas ça, pris soin dans Galactica, t'as ça. Enfin, tu vois, t'as vraiment ce genre d'éléments qui sont partout, quoi. Sur les portes, il y a d'ailleurs une anecdote qui est assez marrante. C'est donc Kawamori qui expliquait, donc Shoji Kawamori, Macross, Watanabe a bossé avec lui très longtemps. Et en tout cas un bon moment, et il expliquait que ces portes-là qui étaient plus fines que ce qui séparait deux images, je crois que c'est dans le bonus d'ailleurs du DVD d'Ibex, de l'ancienne édition. Il expliquait que ça permettait tout simplement de faire gagner du temps à la série pour aller d'un point A à un point B, tu vois. Donc même s'il y a vraiment le souci du détail, il y a des choses marrantes comme ça. Il y a aussi le souci de l'économie, évidemment, à chaque fois. Oui. C'est logique. Mais je crois que c'est reconnu, la référence à Dan Simons. Ah oui, en même temps. Si, dites-moi. Pour moi, c'était assumé, mais. C'est vraiment en fait, pour les références, je trouve que c'est là où Watanabe est fort, c'est qu'il prend pas n'importe quoi et il l'utilise pas n'importe comment. Quand il va te faire penser à Alien, par exemple, il va pas te montrer un alien, tu vois, il va pas boxer là-dedans. Il va être un petit peu plus fin, un petit peu plus malin, et ça va être à la fois le nom d'un personnage du film de Tarantino, j'ai oublié son nom. Pulp Fiction. Non, pas Pulp Fiction. Jackie Brown, par exemple, mon préféré. Honte à moi. Tu vois, ça va être le nom d'une police, ça va être des lettres écrites. Une pancarte écrite en russe, tu vas chercher pourquoi, parce que ça signifie telle chose. Il est vraiment fort pour sélectionner et digérer ses influences plus que pour te dire regarde, j'ai pensé. Par moment c'est plus franc, tu vois, c'est plus un hommage dans ce cas-là que vraiment juste prendre des trucs pour dire regardez ce que j'aime, tu vois. À commencer par le Jeet Kune Do. Par exemple. L'art martial de Bruce Lee qui est donc reproduit dans la série. Faut le voir. Mais avec Claire, parce qu'ils en parlent vraiment. Je me souviens plus s'ils le disent précisément. Quand Spike apprend à son disciple. Mais par exemple, ça. Il l'apprend. Quand le mec il a cette idée-là, tu te dis ouais, ok, c'est génial. Bon, c'est pas non plus l'idée du siècle, mais tu te dis c'est très bien. Mais par contre, après, il te faut un animateur qui sache digérer l'expression corporelle, qui sache digérer l'acting. Il faut un metteur en scène qui sache faire en sorte que les scènes elles soient bien filmées. Tu vois, c'est ça aussi Watanabe, c'est que son idée derrière. Ça arrive à suivre sur le plan technique. C'est pour ça que je le compare un petit peu à Tarantino. Et je dis, parce que il y a ce côté il a l'œil réalisateur cinéphile et qui est aussi même sur le plan technique. Moi, on dit que c'est un space opéra, et space opéra, ça va en prendre des codes du western. Et en fait, Cowboy Bebop, moi, ce qui m'avait vraiment intrigué au début, c'était que des fois, il pouvait se passer genre 5-10 minutes sans qu'il y ait de paroles. Mais ça, on va y revenir dans la seconde partie. Tu avances trop vite. Ah là là. Non, je voulais revenir sur son talent de musicologue aussi à Watanabe. Robin, tu me disais que c'était une série musicale avant tout. Ouais, je dirais même une série jazz parce que c'est comme je disais, c'était dans le titre. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose que tu vas limite retrouver dans l'écriture des épisodes, dans l'écriture de la série en général. C'est que limite la série, j'ai l'impression qu'elle est écrite comme une jam de jazz. C'est-à-dire que t'as le jazz, c'est toujours pareil, c'est des standards ou des thèmes ou des phrasés qui sont repris par d'autres musiciens, qui se les approprient, qui en font autre chose. Et là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il digère plein d'influences différentes, il les utilise à sa sauce. Parfois même, je pense qu'il improvise. Il y a des moments, il y a des épisodes, il doit un peu aller dans des endroits où peut-être qu'il... Tu penses qu'il y a beaucoup d'improvisation ? Oui, il y a beaucoup. Alors ça, c'est pas une invention. J'ai eu la chance, grâce aux médias, de pouvoir l'interviewer. Et c'est vrai que Watanabe, même si c'est quelqu'un qui est très soucieux du détail, l'écriture, lorsqu'il commence la production, elle n'est pas terminée. Et Yoko Kanno, la compositrice, par moment, et même d'ailleurs les deux artistes en rigolent beaucoup, par moment elle a composé des morceaux sur des scènes précises sans avoir regardé la scène précise, et du coup lorsque ça arrive, Watanabe se dit attends, est-ce que tu as vraiment regardé la scène, tu vois, donc, mais ça participe pleinement en fait, à ce côté à la fois instinctif, tu vois, un petit peu. C'est ça, c'est pour ça que je dis c'est jazz dans le sens où le jazz c'est comme ça aussi, c'est que t'as les thèmes, t'as de l'improvisation, mais l'improvisation tu sais très bien qu'en jazz à un moment donné, hop, ils vont se rattraper, ils vont revenir quelque part, et pour moi Cowboy Bebop c'est ça, ils connaissent tellement leur art que en fait c'est ça, ils sont dans une maîtrise technique totale de c'est super art, intéressant ce que tu dis, parce que oui, ça prend sens. Et ça répond au titre, quoi. Et d'ailleurs tous les titres des épisodes
sont des références à la musique. des morceaux. Ouais. Alors pas forcément le jazz. Ouais, c'est vrai bah, que bah t'as Sympathy for the Devil qui est une chanson des Stones. T'as beaucoup de Stones d'ailleurs, effectivement. T'as pas mal de Stones. Oui, il y a Wild Horses aussi. Ouais. Il y a Heavy Metal Blues qui est sur le Heavy Metal. T'as Jamming for Hayward qui est sur le Et après, il y a Paris sous les bombes de NTM. Bah, non, je rigole. Je non, après, il n'y a pas que de la musique. Il y a Pierrot le Fou, c'est un film de Godard. Enfin, il y a des références pareilles. D'ailleurs, je partout. déteste cet épisode. De Pierrot le Fou. Ah, il est cool. J'aime pas les trucs comme ça. Il n'y a pas le adblock pour les mauvais intervenants comme ça. C'est pas. Si, j'adore. Moi, justement, tous les trucs de freaks avec les fêtes foraines et tout, je trouve ça génial. L'ambiance. On sait mon appétence pour les trucs comme ça. Et c'est vrai que les trucs freaks, j'ai un peu du mal quand même. Mais qu'est-ce qui te dérange dedans? Parce que là, il y a le... Ah, c'est malsain. C'est hyper malsain. C'est hyper malsain, du début à la fin. Alors, soit c'est malsain, mais je veux dire, ça sert le propos. Ah ouais, mais je sais pas. Mais je me rappelle, je l'ai vu petit en plus cet épisode. Enfin, petit, j'avais 13 ans. Donc c'était petit. Et non, mais je sais pas, j'ai jamais aimé les clowns. Et dès qu'il y a un truc comme ça, et un truc hyper malsain, par attraction, hyper psyché, avec un gars qui fait que de sourire et que de rire, mais laisse tomber. Bon, on va rappeler qu'il a connu Cowboy Bebop grâce à Pokémon. Il faut quand même resituer la genèse de cette rencontre. Et pourtant, il y a des Pokémon super freaks. Hein. Ah oui, carrément. De toute façon, il y a même un Pokémon qui est quasiment en train de mourir au début de Pokémon. Il y a pas un Pokémon qui ressemble à ça. Si, il y a un Pokémon qui me suit mime. Ah, Monsieur Mime. Oui, c'est un mime. Ouais, c'est un mime. Pokémon français. Non, mais voilà, quand j'ai vu Pierrot Fou, et là, quand je l'ai revu, là, c'est pareil, je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Ça rentre quand même dans le défi de la série de vouloir un coup être un thriller, un coup être un western, un coup être dans l'humour, léger, un coup être, tu vois. Mais après cet épisode, il sait tout faire. Il est quand même, cet épisode aussi, il est quand même assez incroyable aussi dans la maîtrise technique. Ah ouais, non, hyper référencé dans le truc de Mickey, etc. Qui est un peu foufou, quoi. Le et truc. puis il marque, franchement, c'est un des épisodes qui marque le plus. Tout le monde s'en souvient. Bah ça et après l'autre partie qui m'a marqué, c'est aussi tout. C'est pas forcément un hommage, mais tout le référencement aussi à Asimov et au cycle des robots et la fondation aussi. Merci, c'était ça que je cherchais, pardon. Qui est aussi très très présente. C'est marrant cette référence, ce référencement, ces hommages à tous les médias. On dirait que le mec il a une maîtrise. Ouais, c'est ça, c'est culturelle incroyable. Exactement. Mais en plus, ce qui est assez fou, c'est que quand tu le regardes maintenant, tu fais. Le truc a été fait en 97 du coup, pour qu'il sorte en 98, faut voir avant quoi. Il était hyper en avance sur tous les trucs techniques. Et en fait, tu regardes maintenant, tu fais ah bah oui, c'est normal, les portables, les écrans et tout. Même s'il y a un côté un peu vieux, mais tu fais. Mais oui, en fait, c'est vrai qu'il faut se projeter en 98. Tu te projettes à l'époque, et en fait, le gars, il avait déjà vu. Bon, il y a l'Odyssée de l'espace aussi qui est passée. Oui, il y a d'ailleurs, ça, il y a des références. C'est que quand tu regardes Cowboy Bebop maintenant, c'est normal, tu vois le truc, la technique. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que ça fait pas ringard. Ils s'envoient des mails, quoi. Ils s'envoient des mails. En 98, je suis pas sûr de s'envoyer des mails, quoi. Mais 2001 est aussi super présent. Oui, bah la roue qui tourne dans avec. Ça, c'est exactement. Et tu vois, par exemple, pour ça, encore une fois, il te prend pas n'importe quoi. Il te prend pas le plan qui va te faire que. Non, c'est un détail, tu vois, peut-être un peu à la con. Et puis c'est ça s'intègre dans le quotidien des personnages. Je veux dire, il y a une logique. Il surappuie pas le truc, genre regarde, je te le fais marcher vraiment comme dans la série. Voilà. Non, c'est juste un truc qui tourne avec des mecs. C'est ça qui me plaît en fait. C'est ça que j'aime chez lui. Un message de Charlie Parker. Tu ne peux pas te laver une main sans l'autre, et si tu veux recevoir, commence donc par donner. Tu comprends ce que ça veut dire, toi ? Moi, je crois que Charlie nous dit d'y aller. Ça semble clair, non ? Et depuis quand Charlie Parker jongle-t-il avec des aphorismes de Goethe ? Quelle importance, de toute façon, c'est en rêve qu'il s'est adressé à moi. S'il y a quelque chose aussi de vraiment particulier, c'est la façon dont il va mettre un petit peu de chaque genre dans cette série. Un peu de western, un peu de ci, un peu de ça, un peu de space opéra. Est-ce qu'il y a vraiment un genre défini pour Cowboy Bebop ? Bah en fait, Cowboy Bebop, on l'a dit tout à l'heure, ça se définit comme un space opéra. Mais du coup, qu'est-ce qu'un space opéra ? Romain, t'as dit un truc. Vas-y. Non, pardon. Un space opéra, ça peut être plein de choses, mais vas-y, continue. Non, mais ouais, en fait, le space opéra, du coup, pour moi, c'est une aventure qui se passe dans l'espace. Un opéra, c'est souvent une quête initiatique qui se passe à consonance musicale, on va dire, une quête qui se passe et que en fait on va essayer de se délivrer soi-même. C'est ça l'opéra, c'est qu'à la fin le protagoniste principal a réussi sa quête et s'est délivré en bien ou en mal de quelque chose.
C'est ça l'Omerta Opera. Et du coup, on rajoute l'espace, donc un space opéra. Et si on reprend les codes de l'opéra aussi, toutes les séquences sont assez longues et sont assez contemplatives. Et en fait, dans Cowboy Bebop, je retrouve exactement ce truc-là. C'est que on reprend du coup le code de l'opéra où on prend des scènes un peu contemplatives où il se passe pas grand-chose, mais on va comprendre les tenants et les aboutissants de chaque personnage. Et on va rajouter une note aussi de western où en fait tous les plans sont juste fabuleux, des plans larges, des plans serrés, un montage des fois rapide. Il y a des plans américains dans... Il y a des plans américains, plans italiens. Il y en a plein. Tu y vas, hein. Ouais. Là, il y a le bagage technique en termes de réalisation pure. On a du travelling, on a de la caméra embarquée, on a du... à un moment, on est vraiment dans les yeux même des personnages. Tu prends le tout premier épisode, j'ai dû voir 1000 fois, c'est vraiment la carte d'identité de Cowboy Bebop, avec à la fois... Donc on parle de trafic de stupéfiants, de drogue, et d'un point de vue de réalisation, à un moment donc on passe dans les yeux de la fille qui essaye de tirer sur Spike. On a aussi la carte d'identité de chaque personnage, avec un héros nonchalant qui est faible devant la femme, avec le jet black qui est pragmatique, et avec la musique qui arrive dans le dernier tiers pour te booster. Il y a vraiment cette qualité technique là aussi, donc c'est top. Mais c'est vrai que pour les genres, après, du coup, chaque épisode vient un petit peu naviguer dans des registres plus précis. Le western, le cowboy pur, le thriller, tu vois. Après, il y a des épisodes qui sont vraiment centrés plus sur un genre, plus sur un registre. Ouais, bah moi, je le vois surtout comme un western, en fait, où en fait, au lieu que ce soit les grands espaces américains, c'est l'espace, mais en même temps... C'est la même logique, c'est des grands espaces vertigineux avec des lignes d'horizon qui s'arrêtent pas. C'est ça le propre du western, c'est le territoire, les armes et l'homme. C'est les grands espaces, il y a un côté sauvage, il y a un côté... Ouais, mais il y a toujours un petit côté combat de territoire quand même. Oui, il y a un côté sans loi aussi, tu vois, les mecs ils sont chasseurs de primes, mais ils sont dans un endroit où la loi et c'est très flou, les frontières et tout ça, tu vois. Exactement, je suis d'accord. Entre divers planètes, en plus, c'est des espaces qui sont nouvellement conquis. On redit le truc que les habitants ont dû fuir la planète Terre pour arriver sur des espaces qu'ils connaissent pas trop, ou même des fois il fait hyper froid, ils savent pas comment s'approprier ces trucs là, et en fait c'est vrai que c'est une vraie aventure de western dans toute sa splendeur, et même les personnages, bon on en parlera après, mais ils sont vraiment dans les archétypes des héros de western, quoi. Ils répondent à ça aussi, quoi. Tu veux dire que le duo serait un duo de personnages de western? Bah non, mais Spike c'est Clint Eastwood, quoi. J'ai cru que tu allais me dire Bud Spencer et Terence Hill, moi, du coup. Quoi, c'est vrai, ils ont un petit côté Bud Spencer et Terence Hill. Non, mais Spike c'est le good guy, c'est l'homme au pancho de Léon, quoi. Et d'ailleurs, il a un pancho dans le premier épisode. Évidemment. Bon, ok, entre western, space opéra et un petit peu de chaque genre qui existe. Bah oui, après c'est vrai que chaque épisode va piocher. Comme on l'a dit sur l'épisode sur Pierrot le fou, Pierrot le fou. Oui, bah. Pierrot le fou. Bah là on est en mode un peu thriller psyché, sur un autre où il est en mode confrontation. Il y a un peu plus de romance aussi à un moment dans des plans très 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 romantiques et très sur des archétypes de sitcom en plus. Non, et puis t'as le huis clos d'horreur avec le frigo contaminé là, tu vois. Du budgie movie. Ouais. C'est vraiment une panoplie qui est extrêmement large. Ouais. Et ce qui est nécessaire à cette panoplie, c'est donc l'aboutissement technique de format TV. Bruno, tu m'as lâché cette phrase en préparant l'émission. Oui, c'est l'idée selon laquelle un épisode doit se suffire à lui-même, et très souvent quand même dans les productions qui sont quand même d'envergure, même si Cowboy Bebop n'était pas destiné à être une immense production, on a souvent les 2 premiers épisodes qui profitent d'un gros budget et qui donnent le tempo au reste, qui donne le tempo, mais après le budget se dissout un petit peu et c'est pas toujours sexy. Là, Cowboy Bebop avance du premier au dernier épisode. Ça a été quand même produit en 2 temps, d'abord 13 épisodes et ensuite le reste, mais là quand même du début à la fin, techniquement c'est génial, et quand on dit techniquement, c'est pas uniquement l'animation, ça touche tout, le sound design, la musique, le doublage, enfin le casting d'acteurs est juste fou aussi, et c'est pour ça que l'aboutissement technique, c'est une série TV qui est capable chaque semaine de te donner ce spectacle là. Ça c'est quand même impressionnant, même de nos jours encore. C'est
j'ai vraiment du mal à nommer des séries qui soient parfaites. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu vois, c'est ça le truc. Oui, mais d'un point de vue technique. D'un point de vue purement technique, à chaque fois, la musique elle déchire, à chaque fois, l'animation elle déchire, à chaque fois, l'écriture elle est maligne, tu vois, c'est ça qui. Et qu'est-ce qui fait du coup pour toi que certains puissent ne pas rentrer? Oh, tu sais, ça c'est compliqué à dire. Hein. Non, mais chacun a une sensibilité. Pour en avoir parlé avec certaines personnes qui sont pas rentrées dans l'univers, parce qu'en fait, on dit Cowboy Bebop et en fait, ils savent pas ce que c'est Cowboy Bebop. Ils comprennent pas ce que c'est. Avant de leur montrer quelque chose, ils disent ok, juste pose-toi, ne réfléchis à rien et pose-toi et regarde. Et là, ils font ah ouais. Là, on va se prendre une claque. Mais auparavant, ils disent bah, Cowboy Bebop, ouais, c'est un truc de western, ils sont dans l'espace, c'est du Firefly. Et t'as toujours le truc, il faut absolument que tu vois ça, tu l'as pas vu, regarde-le. Et tu le regardes jamais parce que les gens ils t'ont gonflé, ça fait 30 ans qu'ils te parlent de ça. Tu vois. Truc survendu. Il y a des trucs un petit peu comme ça. C'est dommage en tout cas, si vous nous écoutez et que vous n'avez pas vu Cowboy Bebop, c'est dommage de passer à côté. Bah, je sais que Cagnard accroche vachement moins. Oui, mais parce que lui, il est fan de Samouraï Champloo. Non, mais en fait, lui, je pense qu'il nous disait, il a du mal à comprendre de quoi ça parle et qu'est-ce que ça raconte en fait. Je pense que c'est le fait que ce soit des stand-alone et que ça fait partie du jeu. Et qu'en fait voilà, moi c'est comme ça, ce que je disais, l'écriture jazz et tout ça, mais oui, enfin en termes de qualité formelle, tu vois, quand tu parles d'un manga, d'un livre, d'un film, peu importe, la première question que les gens te posent c'est de quoi ça parle. Et ça, je trouve que c'est terrible. C'est vrai. C'est malheureusement terrible et c'est malheureusement toujours la première question qu'on me pose. C'est stupide. Moi, je fais pas une confidence, mais je lis aucun résumé de manga. Voilà, je travaille pour Animeland, aussi toi aussi, tu sais ce que c'est. Je lis aucun résumé quand j'attaque une série, je sais pas. Quand je vais voir un film, je suis parti voir Hostile récemment, je savais pas. Je sais juste qu'il y a Christian Bale et après je me plonge dans l'aventure. Donc en fait, poser la question de quoi ça parle, c'est que tu attends quelque chose et tu vas déjà juger, dire ah ça parle de ça. Non, c'est le traitement qui est important. C'est pas le sujet, c'est le traitement, tu vois. Et là, le traitement dépasse largement le sujet dans Cowboy Bebop. Évidemment, puisque les sujets ils sont nombreux, c'est ce qui lui a permis aussi de mettre autant d'hommages, autant de références, c'est d'avoir des sujets aussi variés et pas d'avoir un seul sujet. Et de laisser des personnages. Watanabe il a toujours dit que les personnages existaient avant cette série et qu'ils se sont, je crois qu'il utilisait le terme, en gros ils sont venus chez lui ou ils se sont assis autour de lui. Mais en fait ça se voit aussi que les personnages existaient avant parce qu'en fait ça c'est incroyable parce que au début en fait tu sais ils se connaissent même pas, les personnages ne se connaissent pas. Enfin, Jet et Spec ne se connaissent. Enfin, on sait qu'ils se connaissent pas. Quoi. Eh bien, on va en parler dans quelques instants. Avant, je voulais revenir sur. À chaque fois. Toujours. Brûler les états. C'est ce qu'elle te dit tout à chaque fois. Pardon. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais parler de cohérence de l'œuvre du côté kaléidoscopique. Oui. Mais après, je veux pas vampiriser la. Non, vas-y. Mais vas-y, explique ce que c'est kaléidoscopique. Parce que... bah, c'est un patchwork, plusieurs facettes en fait de. Par exemple, on va faire le parallèle avec Space Dandy, donc qui est du même réalisateur, qui est bien plus récent, qui a fait un énorme bid au Japon. Qui est pourtant une série qui a vraiment 1500 qualités, qui est plein d'inventivité. À l'inverse de Cowboy Bebop, il n'y a pas de cohérence graphique et c'est complètement voulu. Watanabe il a fait appel à plein de designers, dont Thomas Romain, le français par exemple. Et vraiment l'idée c'était que d'explorer l'univers, l'espace, donc chaque planète a vraiment son monde à lui, son univers à lui, la poubelle sur telle planète, elle n'aura pas la même tronche ailleurs, tu vois, mais pas seulement en termes de design, mais en termes d'approche artistique. Si celle-ci elle est dessinée de façon anguleuse et complètement sinuosidale ou bizarre, ben celle 3 planètes plus tard, elle sera vraiment hyper réaliste, tu vois. Donc cette approche artistique-là, c'est voulu, cette différence-là, elle est voulue. Dans Cowboy Bebop, non, il y a quand même une cohérence globale. Les directeurs artistiques, ce sont les mêmes, tu vois, par exemple. Tu comprends que tu es dans une même série. Dans Space Dandy, il y a des épisodes, certains ont été réalisés par juste un animateur. Et donc, chaque animateur a son identité, chaque épisode a vraiment son identité. Dans Cowboy Bebop, c'est pour ça que je parle de cohérence. Ouais, et puis je pense, il y a aussi, même au niveau de la tonalité globale de la série, c'est une série qui est quand même placée sous le signe du spleen, tu vois, c'est quelque chose d'assez mélancolique, tu vois. Cowboy Bebop, les personnages, ils ont tous des passés lourds, la mort est omniprésente, tu vois, il y a quand même si c'est fun et que c'est pop et tout ça, tout ce que tu veux, mais il y a quand même cette tonalité globale qui donne aussi une richesse et une profondeur à la série et qui fait aussi que tu rentres dedans. Et sachant que finalement, toutes ces histoires, ils réussissent un minimum à les relier quand même à la fin. C'est ça aussi, c'est qu'on parle de standalone, mais la série avance malgré tout. Ouais, petit à petit, vraiment petit à petit. Mais je pense que c'est par rapport à ce que tu disais sur le côté kaléidoscopique.
J'ai fait genre, c'est juste. Non mais en fait, en gros, c'est que même si on va y revenir tout à l'heure sur les personnages, que en fait, grâce à cette cohérence, que les humains sont, je répète un peu ce qu'on a dit, mais les humains sont partis de la planète, de la Terre, et qu'ils ont tous construit des nouveaux univers, etc. Et que mine de rien, en fait, ils sont tous partis à peu près en même temps. C'est-à-dire que dans l'histoire, dans la narration en elle-même, c'est-à-dire que en fait, les planètes sont tous à peu près au même niveau d'évolution. Et encore, il y a encore des nouvelles planètes qui arrivent et en fait, c'est un peu dans la misère, etc. Mais en fait, ça montre la richesse à espace planétaire comme si c'était sur une seule planète. Et c'est ça, pour moi, qui me fait penser que on est dans une cohérence parce que à l'échelle de l'espace, on est comme si on était sur une seule Terre. Donc sur un seul plan, quoi. Je sais pas quoi dire. Non mais oui, c'est vrai que par exemple pour Mars, c'est un exemple qui est très connu. Pour Mars, ils sont allés au Maroc, par exemple, pour faire du repérage. Et donc, effectivement, quand tu vas sur Mars, t'es pas dépaysé. Tu vois, tu imagines pas Mars comme ça, c'est une ville très méditerranéenne. Tu vois, c'est aussi le propre de l'animateur, du designer, c'est justement de pas totalement toujours dépayser le spectateur et pas mal de... En tout cas, c'est une consigne claire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une consigne claire. Mais dans le cinéma, c'est souvent la même. Sur Alien, dans le Alien de Genève, tu vois énormément aussi de notre terre, mais qui a été retravaillé. Après, Genet, il a un œil très particulier. Oui, en plus. Mais je comprends. Est-ce qu'on peut dire que cette série, à partir de tout ce qu'on vient de dire, les références soit, mais sur son format, sur son genre, est-ce que cette série, elle ne peut être que série avec un grand S? Est-ce que ça ne peut être qu'un animé? Moi je pense que c'est qu'une série animée. Je pense que c'est l'une de ses grandes forces, c'est que c'est une série, c'est que ces fameux stand-alone lui donnent cette richesse-là aussi, puisqu'elle permet d'explorer la richesse de l'univers à travers des petits récits. Et puis sa force aussi, c'est que c'est une série qui est pas trop longue. Et je pense que si elle avait traîné en longueur et si elle avait pas fait tu vois, je pense qu'elle a fait vraiment le format, enfin la durée totale qu'il fallait, quoi. Et je pense qu'il y a des séries qui se perdent justement en essayant d'être trop longues et tout ça, en essayant de développer un filon. Et là, on est vraiment dans quelque chose de calibré et d'optimal, quoi, sur ce qu'il avait à raconter. Optimal pour le format, en tout cas en lui-même. Si on se base juste sur le format, Max, en tout cas, Watanabe, quand il commence, lui, il avait un film qui était vraiment déjà dans un coin de sa tête, il voulait déjà faire un long métrage dessus. Et là, la malice du long métrage, c'est de s'intercaler entre l'épisode 22 ou 23, je crois. C'est ça, vers la fin. C'est ça. Et alors, en tout cas, si tu parles de format pur, du coup, même si t'as pas vu la série, le film, tu peux te le manger quand même, tu peux te régaler. Et si t'as vu la série, le film te régale aussi parce que voilà, tu vois. Je trouve ça assez formidable qu'il ait réussi à intercaler ce film. C'est un exercice qui est pas si facile à ce moment-là de la série. Et qu'il ait réussi à faire un film que n'importe qui peut voir sans connaître la série. Et un film, c'est pas un film pour faire le rigolo au cinéma, comme c'est d'habitude le cas des grandes licences. On parle encore de terrorisme, des gunfights, ça crève, ça meurt, tu vois. Et puis alors en termes de qualité technique, ça va encore plus loin. C'est d'ailleurs en termes de beauté. C'est le réalisateur de Jinro qui l'a dirigé, Monsieur Hiroyuki Okura, donc un grand nom aussi. Et ce qui est marrant avec Cowboy Bebop, c'est que malgré ce succès, malgré cette réussite commerciale, c'est pas devenu une licence. C'est pas devenu une licence mass market. On n'a pas eu des sacs à dos Cowboy Bebop. Ils ont essayé ces fameux mangas. Mais... moi, je pense pas que ce soit une série où ça peut être du mass market, parce qu'on le redit sur la cible et tout. Peut-être parce que justement, elle est tellement prévue pour être une série / un film adulte que ça ne peut pas être autre chose. Mais je suis surtout adulte. Mais je pense que il y a d'autres licences adultes qui. Je pense que c'est un truc de gastronome entre guillemets. Tu vois, t'as pas envie de te... Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est t'as pas envie de t'empiffrer de tout, tu vois, d'être écœuré d'une surexploitation d'une licence. C'est un truc que tu veux apprécier pour ce qu'il est, tu vois, en plaisir de fin gastronome, quoi. Après c'est paradoxal de la part de Sunrise, tu vois, c'est ça qui est assez rigolo, mais alors je suis pas dans l'intimité de la production, mais c'est vrai qu'encore une fois je m'appuie sur ce que dit Watanabe, et c'est toujours quelqu'un qui a voulu laisser les gens fantasmer à propos des personnages, à propos des théories. Et ce qu'on fait là, c'est vraiment ce qu'il adore en fait. Tu vois, parler du truc, mais attends, la planète, t'as vu un moment, il dit ça, donc peut-être qu'il n'a pas voulu retoucher à ça. Le film live, ça l'intéresse parce qu'il adore le cinéma.
Je sais pas si ce sera fait, il n'y a pas d'infos. C'est Keanu Reeves qui a acheté les droits. Oui, voilà, mais bon, ça fait. Il y a longtemps déjà. Il y a longtemps. Ouais. Moultes années. Donc, mais vu qu'il vieillit pas, il peut le faire dans 50 ans. C'est bon, il peut toujours faire le rôle titre. J'espère qu'il y aura Nicolas Cage dedans. En tout cas. Pourquoi Nicolas Cage ? Parce qu'il vieillit pas non plus. Ah oui. Il y aura peut-être Vincent Gallo du coup pour jouer Vicious parce que Vincent Gallo a servi de base pour faire le personnage de Vicious. Ah oui. No. Voilà. Et pour la petite surprise, la petite anecdote, il avait rien à voir. En fait, quand il a vu Vincent Gallo, il s'est dit ouais, j'en suis sûr que lui c'est un bad guy, tu vois, vraiment. Alors que non, en fait, rien à voir. C'est drôle ça. C'est assez marrant. Tu feras la rencontre d'une jeune femme, mais cette femme essaiera de te tuer. Ensuite, je vois la mort. Encore la mort. Encore, dis-tu ? Mort, je le suis déjà. Et c'était à cause d'une femme. Méfie-toi d'elle et surtout ne les sous-estime pas. Merci, grand Sachem. Ce qui a fait la force aussi de Cowboy Bebop, c'est les personnages. Tout le monde veut en parler depuis le début. Allez-y, parlez-moi de Jet, parlez-moi de Spike, parlez-moi des personnages. Qu'est-ce que... Moi, le truc qui me choque quand je revois encore aujourd'hui le premier épisode de Cowboy Bebop, c'est qu'on me dit rien. On arrive, on met cette histoire et de... ça fait du bien. Mais ouais. Je sais pas, moi ça me perturbe. Toi, tu veux que ce soit comme Astérix avec les fiches des personnages. Ouais, c'est ça. Au début, ça m'aurait bien aidé d'ailleurs. On commence, on arrive dans ce bar là au tout début de la série. Et on se retrouve, on sait pas qui sera le héros, on sait pas... On voit que ça va parler de drogue, on sait même pas qu'on est dans l'espace. On sait rien au début. Mais c'est un western, c'est-à-dire que c'est la puissance iconique des personnages qui va faire que tu vois, dès le premier plan, tu vas voir apparaître Spike, tu vas deviner quel type de personnage c'est et qui il est, quoi. En fait, le premier épisode, c'est une scène d'exposition. En fait, en narration, même en théâtre, ce qu'on fait, c'est que dans des formats longs, si tu fais une scène d'exposition qui n'a pas forcément à voir avec la choucroute sur le reste, c'est-à-dire que on va juste voir le premier personnage dans son quotidien. Alors, du coup, le premier épisode, c'est le quotidien du personnage. C'est de traquer les gens, même s'il y a une histoire de drogue, etc. Tu vois le personnage dans un état normal, où en fait il va se battre, il va être confronté à quelque chose, tout en étant nonchalant, en se disant la fille est jolie, et je vais l'aider. En fait, on comprend comment est le personnage principal, et en fait, c'est le quotidien du personnage. Et après, chaque épisode, plus on va dans les épisodes, plus on voit un quotidien d'un autre personnage. Et à chaque fois, c'est ça, c'est un quotidien. Et on relie les trucs. Et c'est ça qui m'a fait entrer en fait dans Cowboy Bebop. C'est le fait de ne rien savoir. En fait, c'est tous les jours, il se passe quelque chose. Tous les jours, il se passe quelque chose. Et après, il y a le mais qui va faire le switch en fait dans les épisodes. Et là, il y aura le fil rouge qui va apparaître. Mais au début, c'est que les quotidiens en fait. Parce que ça soit une scène d'exposition, je fais bien le comprendre. Il y en a dans tous les films, dans toutes les séries. Mais là, c'est une scène d'exposition où, à la fin de l'épisode 1, on sait toujours rien sur lui. Mais de toute façon, la série est peu prolixe sur le passé. C'est vraiment un petit peu disséminé. T'as des épisodes par-ci par-là. Tu apprends au troisième épisode que Faye Valentine, elle a peut-être 219 ans. Donc tu te dis, qu'est-ce que c'est ce bordel, tu vois, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment le passif des personnages existe bien avant la série, et limite ce qui se passe pendant la série, c'est rien comparé à ce qu'ils ont vécu avant. Et moi, ça, je trouve que ça fait du bien de pas avoir une série type héros de RPG qui se réveille, qui doit sauver le monde. Il y a une écriture qui est vraiment différente, et c'est pour ça que avoir un background avant l'épisode 1, moi je trouve que ça fait beaucoup bien. Et puis tu sais rien sur eux, mais en fait tu sais tout aussi, quoi. C'est-à-dire que moi je trouve ça assez significatif dès l'épisode 1. Je crois que la première scène, c'est une espèce de montage alterné entre tu découvres le personnage de Spike et tu vois Jet qui prépare des nouilles dans un wok. Et rien que ça, dans ce montage alterné, t'as compris, tu fais ok, Jet c'est le mec qui est dans le vaisseau et qui fait la cuisine et qui est l'intendant, le mec qui surveille à distance, et Spike c'est l'homme d'action qui va aller sur le terrain et tout ça. Et ça, tu tout à l'heure je disais que l'épisode 1 c'est la carte d'identité. Spike, comme il marche, tu comprends comment il marche, son acting. Le fait qu'il craque face à une femme qui est presque à deux doigts de mourir, il est malin, il vole quand même le truc. Tu comprends tout en fait dans ce premier épisode, c'est ça que j'adore. Et l'empathie, vous l'avez eu tout de suite pour les personnages ? Non, moi j'ai d'abord été fasciné, tu sais, c'est un peu le héros. Moi j'ai eu zéro empathie au début. C'est un peu le Cobra-like, tu vois. J'ai toujours aucune empathie pour le personnage de Cobra. Non mais justement, tu vois, au début Spike c'est plus quelqu'un qui te séduit, il a du talent, il sait parler aux femmes, il sait manier le truc et tout. Mais l'épisode 1 ça finit comment ? T'as quand même une femme qui se fait cribler de balles à bout portant par je sais pas combien de vaisseaux, tu vois. La réalité elle est là, la finalité c'est quand même ça va crever.
Ouais, je pense que Spike, tu commences à t'attacher à lui, par exemple. En fait, tu t'attaches aux persos surtout sur les épisodes où tu découvres plus leur passé. Genre Spike, c'est l'épisode, je sais plus, ça va assez vite, mais le premier où il y a Vicious dans l'église et tout là. 4, c'est quoi, c'est 4 ou 5 C'est le 5. Qui est juste mais ça met quand même le plus bel épisode de la série. Ça quoi, mais 3, 4, 5 épisodes à essayer de te provoquer une empathie malgré tout. Oui, mais entre temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu tous les jours, tu vas comprendre petit à petit qui sont les personnages, tu les découvres aussi petit à petit les personnages. T'as quand même un épisode sur le chien, quoi. Ouais. Tu vois qui c'est qu'il est intelligent. Au moins sur le corgi, on a de l'empathie au moins. Et un western, c'est pareil. Sergio Leone, tu mets du temps avant de comprendre, et puis des fois tu t'attaches pas du tout, c'est juste à kiffer parce que c'est un western. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme tu disais, c'est qu'ils ont un background avant. Et on comprend que au début on se dit que Jet et Spike en fait ils se connaissent depuis des années, mais en fait non, ça fait juste pas longtemps, en fait c'est juste de se retrouver par hasard. Et je trouve ça incroyable parce que c'est l'histoire un peu de la vie, ce sont des rencontres qui font que au gré de la vie, et puis c'est quelque chose. Et puis c'est ce qui fait marcher ton imaginaire aussi, tu vois. Est-ce que je peux mettre la musique du Roi Lion à ce moment-là? Oui. Non, mais tu vois, c'est ce qui fait marcher ton imaginaire, c'est Jet. Bah, pendant l'essentiel de la série, tu sais pas pourquoi il a un bras en métal, quoi, et tu vas le savoir super tard. Je sais plus quel épisode, mais c'est quand même assez loin, c'est vers 20 ou un peu avant 20. Mais c'est une habitude d'écriture. C'est ça, c'est que tu vas te poser la question, tu vas te dire, mais comment à un moment donné, on va me le dire ça quand même, mais pourquoi il est comme ça. C'est là où il est fort, en te frustrant sur certains points, tu vois. Tu dis, putain, bon, mais je vais quand même regarder, je vais quand même continuer, je veux savoir. Et dans Samurai Champloo, c'est une série qui te raconte absolument rien. C'est vrai. Ça te raconte, non mais c'est vrai, ça te raconte absolument rien, mais pourtant c'est quand même un chef-d'œuvre, c'est quand même le top. Et ben voilà, c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer tous les jours, on va bouffer, tu retrouves encore ces mêmes thématiques là, tu vois. Ouais, bref. Et à la limite, c'est peut-être plus sur Samurai Champloo que Watanabe on peut le comparer à Tarantino. C'est d'ailleurs, lui-même le dit, c'est le pari le plus audacieux qu'il ait pu faire, et c'est celui qu'il aime le plus dans le mélange des genres en tout cas. Il s'est interdit plein d'autres mélanges. Et après, oui, moi je trouve que de toute façon, il y a un petit peu de Tarantino, un peu de partout. Il n'y a pas de plan sur les pieds, par contre, voilà. Donc du coup, c'est pas complètement Tarantino. Ah, c'est vrai qu'il. Même dans Space Dandy, même dans. Mais dans Cowboy Bebop, il y a des plans sur les pieds. Oui, non, mais je veux dire, il n'insiste pas. C'est vrai que Faye Valentine, son plan d'introduction, c'est sur les bottes. Mais bon, c'était juste une blagounette. Je voulais qu'on revienne du coup sur le staff de manière générale. Ce staff où ils sont tous allés les réunir. Enfin, quand il est. Est-ce que c'est une super team qui étaient déjà super avant et qui se sont réunis, ou est-ce qu'ils sont devenus super en étant tous ensemble sur Cowboy Bebop? Ce qui s'est passé sur Cowboy. Alors déjà, le côté hyper nonchalant des personnages, quand ils sont chez eux, tout simplement, soit en train de s'engueuler, soit en train de râler ou de ronfler, ça c'est la retranscription du staff. Yoko Kanno, elle expliquait que c'était exactement comme ça, en mode, tu sais, la main, tu vois, vraiment affalée dans le canapé, alors que normalement les réunions, tu sais, les trucs, c'est hyper sérieux. Et c'est vrai que, alors c'est de moins en moins le cas maintenant, les studios sont vraiment morcelés, les staffs, beaucoup bossent tout seuls à droite à gauche. Là, on avait vraiment d'autres studios aussi qui vont faire d'autres trucs. Aussi, avec des prestataires et ainsi de suite. En fait, ça existait déjà avant, mais là, c'est vrai qu'il y a quand même le cœur du staff qui a bossé côte à côte tout le long, et ça se retrouve dans la vie de ce quotidien des personnages. Bah, puis ça n'a pas de prix d'avoir des gens qui sont 24 heures sur 24 et qui s'entendent bien et qui pensent non-stop la série et qui sont tous talentueux, et d'ailleurs, juste pour préciser sur comment est-ce qu'ils délèguent, comment est-ce que Watanabe travaille, même s'il est hyper exigeant, c'est quelqu'un qui laisse quand même pas mal de liberté aux gens qui l'entourent, et il sait toujours très bien choisir ses personnes, et c'est pour ça qu'il peut leur faire confiance. Il est pas, c'est pas le genre de réalisateur qui contrôle fric. Qui sera un peu contrôle fric, qui va donner des ordres et ça sera sa vision. Non, c'est pas. Et pas autrement. C'est pas Tomino, par exemple, le réalisateur de Gundam, qui s'est assoupli avec le temps, mais lui qui était vraiment quelqu'un de très carré. Non, pour ça, Watanabe. Par exemple, Kawamoto, Toshihiro Kawamoto, le chara designer, lui c'est quelqu'un qui a besoin d'être hyper guidé, genre le plan tu me le fais comme si. Après il y en a d'autres qui sont plus géniaux et qui ont besoin de plus de liberté. Watanabe il sait le faire ça aussi, et c'est pour ça que dans Samurai Champloo il y a 1500 trucs qui ne viennent pas de Watanabe, mais des animateurs qui avaient envie de faire un truc, ok vas-y fais-le, mais comme t'es talentueux je te fais confiance et je sais que tu vas bien le faire. Et c'est pas toujours évident. Dans le cinéma, certains ont tenté de faire ça, mais tu sais, et parfois ça.
quasiment tout le temps ça plante. C'est précisément pour ça que Watanabe est rentré dans le cinéma d'animation et pas dans le cinéma. Il voulait être réalisateur, Watanabe, mais il a compris que la liberté, tu l'avais surtout sur les séries. Et c'est paradoxal parce que maintenant, il n'y en a plus, sauf lui, parce que c'est un génie, c'est un monstre. Et c'est marrant, je pense que c'est aussi, à une époque donnée, on avait le temps de le faire aussi. Même si tu dis qu'il y avait une grosse production, mais il y avait quand même le temps aussi de se dire, ok, on peut essayer des choses et on te laisse les clés. Alors que maintenant, on est quand même dans une production encore plus rapide. Ouais, mais les salaires ont malgré tout augmenté avec le coût de la vie. Enfin, tout a augmenté et les budgets aussi. Les budgets d'aujourd'hui, c'est pas les budgets d'antan. Hein. Alors, on a fait une enquête très récemment d'Animeland, magnifique magazine. Et c'est vrai que finalement, au prorata, les budgets n'ont pas tellement changé. Ça dépend encore une fois, c'est le rôle du producteur, c'est le rôle du réalisateur. Watanabe s'est fait taper sur les doigts sur Cowboy Bebop à la production. Et quand on lui a demandé de faire Samurai Champloo, on dit ok, on a compris comment t'étais, on va te donner beaucoup plus de temps, et plus de budget, et du coup après ça a pu faire Samurai Champloo. Mais c'est aussi, il faut défendre son bout de pain, tu vois, c'est ça, faire une bonne série. Vous avez ressenti les mêmes sentiments, parce qu'il a gardé une partie de son équipe sur Space Dandy par exemple, sur ses autres œuvres, vous avez ressenti la patte Watanabe ou le côté filiation avec Cowboy Bebop? Moi je l'ai vu alors j'ai pas vu Space Dandy. Qu'est-ce que j'entends? Non Dieu. Max, voilà. Tu vois, nous sommes en 2018 et il reste un humain. Ouais. Non, je plaisante. Mais non, mais tu vois, j'ai pas vu Space Dandy, j'ai regardé Pokémon. Non mais si, j'avais une grosse... Il y en a dans Space Dandy. Et Pikachu parle dans le dernier film, enfin sans vouloir spoiler. Comme les animaux dans Cowboy Bebop, si vous vous en souvenez pas, les animaux ils parlent. C'est vrai. Il y a la vache et le chien. Non mais si, j'ai vu l'affiliation avec Samurai Champloo, où on retrouve un peu ces temps morts en fait, totalement qui font la patte de Watanabe, où c'est ok, il se passe rien. Mais en fait, on kiffe voir ça, qu'il ne se passe rien. On voit juste du quotidien et je trouve ça incroyable de revoir ça et que moi je ne revois plus en fait dans des séries actuelles, juste de voir du quotidien. Et malgré tout, la série elle avance. Et avec toujours l'expérience musicale qui est toujours incroyable, quoi. Ouais, c'est ça, j'allais dire, moi, la filiation principale que je vois, elle est musicale, avec Samurai Champloo. La musique, bon là, c'est plus le hip-hop, mais qui imprègne l'œuvre. Et après, mais en fait, même dans le fond, si tu veux, là, il fait du film de samouraï, et le film de samouraï, c'est du western japonais, quoi. Donc, en fait, t'es sur des codes et des genres qui sont très proches, quoi. Donc, au final, ouais, il y a une cohérence à travers toutes ces œuvres. Après, Space Dandy, j'en ai vu quelques-uns, j'ai pas suffisamment vu, je peux pas donner un avis assez... Space Dandy, c'est... Mais j'avoue que j'ai un peu plus de mal à accrocher, je pense, ce côté beaucoup c'est normal. trop... C'est plus fou entre... Ouais. Bon, j'aime pas trop ce terme. Par exemple, dans Space Dandy, il faut savoir que dans le premier épisode, tout le monde meurt. Ouais. Voilà, la planète explose et tout le monde meurt. Mais dans le deuxième épisode, c'est comme si rien ne s'était passé. Mais je sais qu'il faut que je lui laisse une chance parce que je pense que j'ai senti qu'il y avait un truc, mais j'ai pas accroché tout de suite. Il n'y a pas que ça, il y a aussi Terror in Resonance. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est une série, pour le coup, c'est une série commandée et elle est pas c'est pas du standalone. C'est 11 épisodes sur le terrorisme. Je sais pas si tu voulais en parler, Max. Désolé. Non, j'allais parler de Kids on Slope. Ah oui, de Kids on Slope. Alors là, pareil, tu parles de musique. Alors là, pour le coup, c'est une adaptation donc du manga de Kodama. Mais lui, ce qui lui a plu en tant que réalisateur, parce que tout le monde se dit ouais, une adaptation, Watanabe il veut pas, nanani, non, parce qu'il s'est dit ok, on va faire une série de musique, mais comme personne n'en a fait. Et du coup, tu vois le montage, le réalisme. C'est vrai que j'avais oublié que c'était lui qui avait fait ça. Ouais, c'est vrai que c'est assez fou. Le niveau de réalisme, tu vois, faut l'accorder, la musique, les gestes. Lui, t'as pas le truc qui te cache le mec qui joue de la guitare ou du piano, il te le montre en plan serré comme il faut, tu vois. C'est là où il me. C'est vrai qu'au niveau du montage et de la réalisation de Kids on Slope, c'est assez incroyable. J'étais assez baba dessus. Je me permets de répéter les invités à Japan Expo cette année. Toshihiro, pas moi, je suis pas dans la liste en tout cas. Kawamoto, cara designer, chef de l'animation. Masahiko Minami, producteur, patron de Bones. Keiko Nobumoto, c'est une des scénaristes de la série. Shinichiro Watanabe, évidemment, sera là le réalisateur. Et puis Kimitoshi Yamane, le mecha designer de la série.
Si vous avez l'occasion d'aller à Japan Expo cette année, si je pense qu'il y a une conférence à ne pas rater, bien sûr, mais de suite. Il y a moyen que ça soit celle-ci. De suite. J'ai encore du mal à me dire exactement comment ça va se passer avec la traduction. Est-ce qu'ils vont déconner? Est-ce qu'ils vont vraiment se lâcher? Et est-ce qu'on peut se cloner pour du coup aller voir tous les invités? Parce que moi je cherche une solution pour aller voir tous les invités s'ils sont pas présents. Il va falloir filmer en Facebook Live 2-3 trucs. On fera comme l'année dernière, Bruno. Oui, on fera comme l'année dernière. Sinon d'ailleurs je peux passer une annonce, je vous paye si vous voulez aller faire la queue pour moi, pas de souci. PayPal. Attention, certains sont en prison pour ça. Non, plus sérieusement, c'est à ne pas rater. Voilà, je me demande vraiment comment ces masterclass, ces conférences, à quoi elles vont ressembler avec autant de monde, avec la traduction, avec l'ambiance de Japan Expo, le bruit et ainsi de suite, et le monde qui va vouloir y assister. Bien sûr, et en plus ce sont des bons clients. Watanabe, c'est quelqu'un qui parle, qui est généreux, donc c'est super. On verra ça. Ouais. Ça va être, je pense, très intéressant. Je vais finir, et pour conclure, je vais vous poser une dernière question. Oula. Okay. Oulala. Est-ce que, à ce moment-là, d'après tout ce qu'on a pu dire sur Cowboy Bebop, est-ce que ça serait la meilleure série avec un grand S? Quand je dis série, je parle vraiment du format, pas du récit. Est-ce que ça serait vraiment la meilleure série, le meilleur objet produit? Ouais, série d'animation, effectivement. Oui, pardon. C'est important. Oui, tu as raison. Est-ce que ça serait la meilleure série d'animation, l'objet, le format produite ces 50 dernières années? Du coup, depuis toujours? J'aime pas. Je me suis toujours refusé à hiérarchiser quand même les œuvres. On peut les juger, et encore qui sommes-nous pour le faire. Mais c'est vrai que hiérarchiser, j'ai un petit peu de mal. Quand même, pour autant, c'est difficile de fermer les yeux devant la qualité de Cowboy Bebop. Encore une fois, sur tous les points, pardon. En tout cas, elle est pas loin d'être la plus régulière. C'est pas facile pour toutes les productions. Moi, je m'en cache pas, c'est ma série préférée. C'est pas forcément celle que j'ai le plus vue, paradoxalement, tu vois, parce que j'aime aérer mes visionnages. Mais en tout cas, c'est le tout haut du panier. Il y en a pas beaucoup qui viennent l'embêter. Robin. Oui, moi, oui, ça fait partie de mes séries préférées, mais je mettrais même live et animé confondus en fait. Enfin, après, tu vas avoir les fans de Jon Snow sur le dos. Non, mais honnêtement, ça fait vraiment partie de. Pareil, comme toi, je la revois pas régulièrement. J'ai dû la revoir 3-4 fois en tout. Elle est assez courte, donc c'est l'avantage, c'est que tu peux la revoir facilement. Et je pense mais par exemple, si on te pose la question, il y a quoi de mieux dans l'animation? Tu vois, c'est difficile. Ah, mais c'est ça, je pense que justement. C'était ma question suivante que tu viens de me voir. En termes de qualité d'animation, elle a posé les bases. Elle posé des bases qui sont très difficilement. Mais par exemple, dépassables, quoi. Je peux l'entendre. Quelqu'un me dire oui, mais Gundam, c'est une meilleure série. Je peux le comprendre, tu vois, que Gundam soit une meilleure série que. J'ai pas l'impression que. Parce que c'est difficile, Gundam, c'est tellement. Voilà, c'est ça le vice. C'est différent, c'est que. Il y a tellement d'épisodes, tellement de séries, tellement de sagas, mais ça a un poids quand même aussi plus important que Cowboy Bebop, tu vois, malheureusement. Oui, ça a un poids. C'est pour ça que c'est difficile. Mais je pense que Cowboy Bebop a un poids moral qui est beaucoup plus important que le reste. Et en France, je suis pas certain que Gundam ait plus de poids que Cowboy Bebop sur la France. Oui, parce qu'en plus, ça a été diffusé sur Canal et tout, donc je pense que ça a bénéficié de ça en France. Et d'ailleurs, je tiens à dire ça, c'est que je la regarde à chaque fois en version française. Moi, je trouve que la version française de Cowboy Bebop est excellente. Ah, c'est vrai que j'ai jamais regardé en français. Et comme je l'ai découverte comme ça, je l'ai toujours revue en français parce que je la trouve vraiment excellente. Alors, il y a des moments où peut-être on peut dire que, mais honnêtement, c'est ça que j'ai trouvé hallucinant aussi, c'est que j'ai trouvé que la qualité du doublage était folle, quoi. Non, je te rejoins totalement sur le doublage français. Où on était à une époque où il y a peut-être un tout petit peu plus d'attention qui était faite sur. Franchement, quand tu compares aux autres séries animées de l'époque où tu avais 3 voix qui se partageaient tous les rôles et qui changeaient juste leurs intonations et tout, là t'as un casting. De rien que Canal faisait bien le boulot à l'époque sur le doublage. Vraiment, on était en clair, voilà, il y avait un enjeu malgré tout. Plus que sur les séries enfants. Du coup, je me réserve ça peut-être la prochaine fois que je la regarderai en japonais, mais pour l'instant, j'ai toujours vu en français. Ne serait-ce que pour la voix de Faye Valentine. Tu te dois. Mais elle est excellente, la voix française de Faye Valentine. Mais la voix japonaise, elle est chouette aussi. Non, mais c'est vrai que effectivement les deux versions peuvent coexister. Pareil, il ne faut pas opposer. Moi, je me refuse toujours à opposer frontalement. Que l'une soit meilleure que l'autre, ça arrive évidemment. Oui, ça arrive bien sûr. Mais on peut se nourrir de tout.
Non, complètement. Flavien, est-ce que c'est pour toi donc la meilleure série au sens objet, au sens format ? Pour moi, ça reste l'une de mes... Qu'est-ce que tu verrais de mieux alors ? Quelle question. Non, mais s'il devait y avoir une lutte, avec qui Cowboy Bebop serait en compétition ? Sans réfléchir à la narration. Sans réfléchir. Alors moi j'ai été surpris dernièrement par Made in Abyss, qui a ce côté très très musical, très surprenant. C'est signé Kevin Perkins, l'Australien qui signe. Et très très surprenant, très très musical, très adulte aussi, avec des thématiques très adultes. Malgré le trait. Malgré le trait. Et en fait, cette série m'a remis Cowboy Bebop. C'est bizarre, j'ai vu Made in Abyss, mais cette série m'a remis Cowboy Bebop dans la tête. Et du coup, t'as rejoué à Pokémon après. Et après, j'ai rejoué à Pokémon. Non, mais je sais pas, c'est juste l'ambiance, l'univers, les découpages, le moment de contemplation où il ne se passe rien et un danger peut arriver à tout moment, comme dans Cowboy Bebop. Et en fait, j'ai remis très vite la série en parallèle les deux, et en fait, je me suis dit, waouh, je me prends une claque comme je me suis pris une claque à l'époque où je regardais Cowboy Bebop avec Made in Abyss. Donc voilà, c'est juste c'est pareil, j'ai vu le premier épisode, au début je me suis dit bon bah c'est un truc tranquille, il n'y a pas trop de musique et tout, et paf, d'un coup il y a une musique qui arrive et tu fais waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai des frissons comme quand j'ai vu Cowboy Bebop la première fois, et je l'ai eu avec Made in Abyss. Donc voilà, mais Cowboy Bebop reste pour moi une des séries références. Moi j'ai mis de côté la comédie. On peut pas dire que ça puisse lutter dans la même catégorie. Voilà, qu'est-ce que tu as nous cité ? J'ai réfléchi et j'ai cherché en fait, et tout ce qui me venait, c'était des séries avec une narration plus forte. Ce qui fait que en termes d'objets, bah ces séries sont aussi très bonnes en manga. Oui. Très bonnes tout court. Bah moi j'allais dire, il y avait un peu plus tard Full Metal Alchemist, la série animée, la première, celle qui était pas Brotherhood, différente du manga, parce que déjà j'adorais le fait que la série animée ne raconte pas la même chose que le manga, même si elle commençait pareil. Donc ça a fait partie, parce que je les ai un peu découvertes en même temps en fait, Cowboy Bebop et Full Metal. Et c'était vraiment les deux séries animées que je trouvais incroyables à l'époque. Très bien. Je pense qu'on a de toute façon rien c'est dur de dire. Non, mais il y a d'autres choses. Mais après, on va être sur du film, on va être sur du long, on va être sur du Ghost in the Shell, on va être. Oui, tu le compares forcément à des formats. De production aussi où il y a plus de moyens, et puis il rentrera toujours la sensibilité aussi de chacun dans la série. Voilà, je recite encore Lane. Lane, tu veux la comparer à quelle série ? Il n'y a absolument aucune série qui ressemble à Lane, tellement c'est particulier. Est-ce que c'est moins bien que Cowboy Bebop ? C'est dur à dire. Est-ce que c'est mieux ? Pareil, tu peux pas le garantir. Je le mets dans une galaxie avec Ghost in the Shell, justement. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment pas grand monde pour embêter Cowboy Bebop. On fête en tout cas cette année les 20 ans de Cowboy Bebop. Cette émission était là pour ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à prolonger, à poser des questions, à continuer, à réagir à ce qu'on a pu dire dans cette émission. Si jamais il y a un truc qui vous a fait bondir, c'est le moment d'y aller. Hashtag 5DC sur Twitter, hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga sur Facebook. Messieurs, si vous avez un dernier mot sur Cowboy Bebop, c'est maintenant ou jamais. Moi je dirais jamais aussi. See you Space Cowboy. Ouais, c'est ça. Merci à tous. Merci Bruno d'avoir participé à cette émission. Oui. Merci. Vous revenez quand vous voulez. N'hésitez pas. Il n'y a vraiment aucun problème. Écoute, idem. De nous avoir apporté tes lumières en matière d'animation, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde peu ici. Donc voilà. Ça fait plaisir. Le papier là, c'est le truc là qui fait du bruit, tout ça. Qui se lit à l'envers, c'est ça ? C'est incroyable, ça. Il faut retourner et tout. Puis du coup, c'est très compliqué à lire en plus. Merci beaucoup, messieurs. Hashtag 5DC donc pour réagir à cette émission. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le podcast, à vous abonner sur les applis sur vos téléphones, à télécharger le podcast, à laisser des commentaires. Des commentaires, des partages. Sur iTunes, Deezer, SoundCloud, YouTube. Dites que c'est mieux que Cowboy Bebop. Voilà. S'il y a une chose qui est meilleure que Cowboy Bebop, c'est ce podcast. Hashtag 5DC. Merci à tous. À bientôt. Ciao. Salut.